10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Aston Villa rêve d'une épopée, mais avant ça, il faut éliminer le PSG. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis tellement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce qu'on lance une mini-série aujourd'hui. Ouais, je sais que c'est trêve international, ça aurait pu être l'occasion parfaite pour se reposer, mais on ne sait pas faire ça ici sur la chaîne. Non, nouvelle série parce que dans 15 jours, c'est les quarts de finale de Champions qui démarrent. Alors, je vous propose qu'on étudie petit à petit ce top 8. Top 8 aujourd'hui et sur les 10-15 prochains jours, un épisode par club pour revenir précisément sur les forces, les faiblesses, faire un rapport de scouting très approfondi des 8 dernières équipes et peut-être commencer déjà à réfléchir un peu aux vainqueurs. Le premier épisode pour lancer la série, je trouvais l'adversaire du PSG, c'est pas mal. Les Villains, les bandits d'Unai Emery qui est devenu un peu Unai Shelby, c'est les Peaky Blinders à Birmingham. Et effectivement, il est en train de mener cette équipe et ce club très très haut. Ça faisait 42 ans qu'Aston Villa ne s'était pas retrouvé dans le top 8 de la Coupe d'Europe, qu'ils n'avaient pas atteint les quarts de finale de la C1. Bien sûr, ils ont remporté la Coupe d'Europe en 1982, c'est pour ça qu'ils ont une petite étoile sur leur logo juste ici. Et ils sont dans une situation très très spéciale en ce moment, énorme progression pour eux depuis l'arrivée d'Unai Emery il y a à peu près 3 ans. Ils avaient avant ça Steven Gerrard, bon, depuis il a été à l'Ettifaq, maintenant il est sans club. Avant ça ils avaient Dean Smith qui a vécu quelques bons moments, maintenant il entraîne à Charlotte en MLS. Il y avait Steve Bruce qui est à Blackpool. Avec Unai Emery, ils ont vraiment passé un cap, passé une dimension, et ils sont devenus une équipe top 4 de Première Ligue. Ils ont accroché le top 4 saison dernière pour se qualifier donc pour la Champions. Cette année, c'est un peu moins ça. Cette année, là pour l'instant, ils sont 9e à 9 journées de la fin. Ils ont une différence de but de moins 4, ont déjà perdu 8 fois en 29 matchs, mais ils sont qu'à 4 points du top 4 Chelsea. Tout est encore à jouer pour eux cette saison. Ils font vraiment une saison fascinante, très très intéressante. Ils ont un quart de finale de FA Cup contre Preston North End dans quelques jours. Ils ont ce quart de finale de Champions contre le Paris Saint-Germain. Ils ont mis en place un énorme mercato hivernal, les recrutements notamment de Marcus Rashford, de Marco Asensio, on va parler de tous les autres. Monchi a fait un gros boulot. Au début, j'étais un peu sceptique, au moins sur 2-3 joueurs, ça a l'air de bien prendre. Donc, hyper intéressant, cette équipe d'Aston Villa. On va se passer tout cet effectif en long, en large, en travers, les Mings, Konsa, Cash, McGinn, Tillmans, Asensio, Morgan Rogers, le petit Morgan Rogers, Ramsey, Bailey, Ollie Watkins, bien sûr. Et discuter un peu force, faiblesse, lacunes, chance de qualification. Les bookmakers les voient très très derrière le Paris Saint-Germain, 3,75 pour Aston Villa, 1,25 pour le PSG dans ce quart de finale. Et si on ordonne aussi selon les bookmakers la chance, la probabilité d'aller tout au bout et de soulever cette Champions, où le PSG est devenu le favori numéro 1, 4,25. Peut-être que beaucoup de gens ont misé là-dessus aussi, mais très proche du Barça. Aston Villa, c'est le symétrique qui sont avant-dernier à 35 et que Dortmund est considéré comme moins probable à 50. Que donnent ces Villains? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent aller au bout? Et est-ce qu'ils peuvent déjà éliminer le Paris Saint-Germain? Alors, première force, pour moi, j'ai regardé pas mal des matchs récents d'Aston Villa. Un truc qui saute aux yeux, c'est ce qui ne saute pas aux yeux. Ils pratiquent un football très très métamorphe, pas vraiment radical, pas forcément hyper moderne, sophistiqué, tendance. Ils s'adaptent un petit peu à toutes les situations. Ils peuvent tout faire. Sur ce 6 mètres contre Liverpool face à Alisson, je les vois assez haut, être en train de presser, déclencher la pression ici quand il y a un petit peu de jeu négatif. Ils peuvent s'installer dans la moitié de terrain adverse et essayer de gêner la relance adverse. Comme quelques minutes plus tard, être en bloc médian très très compact, bloc médian agressif, mais tout le monde dans la moitié de terrain, dans sa propre moitié de terrain. On voit c'est un bloc médian extrêmement court sur la largeur qui veut surtout verrouiller l'espace intérieur. Et ils sont comme ça, comme ils peuvent presser. Même sur une passe négative ici de McAllister pour Van Dijk, c'est pas une trigger, un déclencheur de pression pour que tout le bloc remonte. Non, on reste plutôt bien en place comme ça. Après aussi, je comprends parce que quand il y a Van Dijk qui est servi et potentiellement un appel de Mo Salah dans le dos, on sait que c'est un des circuits très très forts de Liverpool. Mais voilà, Aston Villa plus concentré sur le fait de maintenir ce bloc médian et de ne pas laisser d'espace à l'intérieur. Contre Bruges aussi, on l'a vu sur leur 8e de finale de Champions. Pareil, passe négative là de Jachari pour Brandon Mekele. Ils ne se dépêchent pas forcément de remonter le bloc. On reste plutôt bien en place.
Et ici aussi, voilà, du jeu vers Ordóñez. McGinn, qu'est-ce qu'il fait? Non, continuer de reculer, se stabiliser sur un bloc médian. Ça, c'est sur le match retour aussi, où il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'emporter. Ils ont un avantage de 2 buts, peut-être ça joue, mais c'est même avant l'exclusion. Voilà, ils ne sont pas très très concernés par le fait de presser. On voit McGinn sur les talons, qui recule pour se replier sur ce bloc qui est, comme on a dit, assez dense, compact sur la largeur du terrain. C'est OK de laisser les espaces latéraux vides. Et Mekele, par exemple, quand il trouve ici Maxime De Cuyper, il y a une grosse distance entre De Cuyper et Matty Cash. D'ailleurs, De Cuyper, je trouvais initialement, Bruges a fait plutôt un bon match avant l'exclusion. Et il y a peut-être un peu trop d'espace laissé par ce bloc court sur la largeur. Mais voilà, ils peuvent être sur une situation médiane quasiment basse. Ils peuvent être sur de la pression. Et avec ballon, du jeu court régulièrement. Emiliano Martinez ici, comme on en avait parlé dans une vidéo récente, où le gardien, pour former la supériorité numérique, attend qu'il y ait un presseur et après décale. Disasi, ok, progression ici via le côté. C'était aussi le cas contre Bruges. Du jeu court, on cherche le jeu court, relance courte et essayer de construire sur cette première phase. On voit ici Camara par exemple qui demande à Martinez, vas-y avance, tu peux encore avancer, créer la supériorité numérique sur la relance avec l'apport du gardien. Ça c'est un schéma de jeu assez relance courte et plutôt moderne entre guillemets, mais ça ne les dérange pas non plus du tout sur du 6 mètres de balancer devant et de chercher du jeu de déviation. Hop, ce build-up patient entre guillemets. Ça peut aussi être sauter les 3 lignes et aller chercher Watkins sur du jeu de déviation. Ici, Mings demande contre Bruges, ouais, tranquille, je cours, patience. Non, Martinez, il a une autre idée. Hop, on ouvre devant, dans le dos de la ligne de Bruges, pour aller chercher Rashford en profondeur. Et c'est un super bon ballon qui va donner lieu d'ailleurs à une faute et à l'exclusion de Sabeu. C'est comme ça qu'Aston Villa passe à 10 contre 11 dans ce match retour. À 11 contre 10 au bout d'un quart d'heure de jeu, grâce à un super ballon de Martinez dans le dos. Tout le milieu a été sauté. On voit d'ailleurs que c'est pas tant du 4-2-3-1, mais vraiment du 4-2-4 ici, avec Watkins, Rodgers qui sont sur la même ligne. Et Rashford dans le dos. Ça aussi, c'est ce qu'Aston Villa a dans son sac. Et ça en fait une équipe assez différente. Si on regarde, ils n'ont pas un pourcentage de passes longues à partir du gardien très élevé, 26,5 en première ligue. Les dégagements au 6 mètres, pareil, des passes supérieures à 35 mètres sur 6 mètres, ils sont plutôt dans le premier tiers, ça c'est sur le pourcentage, donc parmi les équipes qui relancent courtes, basses, City, Chelsea, Liverpool, Tottenham. Mais voilà, c'est pas du tout aussi radical que Tottenham ou Chelsea. Tottenham, c'est 4,7%, en gros, un 6 mètres sur 20 et envoyé long, quasiment jamais, une rareté. Aston Villa, c'est quand même un peu plus d'un tiers. Et pareil sur le pourcentage de lancement sur du jeu un petit peu plus classique, pas 6 mètres. Ouais, une fois sur 4, ils vont long. C'est quand même plus que City, que Tottenham. Ils ont un petit peu de variété, même s'ils préfèrent relancer court. Ils sont assez métamorphes par rapport à ça. En vrai, il n'y a pas beaucoup de stats. Si on regarde les chiffres avancés comme ça, il n'y a pas beaucoup de stats où Aston Villa monte très haut ou descend très bas. Ils ont un volume de possession qui est le 9e de Première Ligue, 51,4. Voilà, pas une très forte identité là-dessus. Ils sont 9e en possession progressive et ils sont 12e en passe progressive, à peu près voilà, milieu de partie de tableau par rapport à ça. Là où ils montrent un petit peu plus d'identité, c'est pas ici où voilà, c'est un petit peu toujours au milieu, c'est sur 2 choses, les passes en profondeur, où ils sont 2e de Première Ligue, juste derrière Chelsea, et les transversales, où ils sont avant-derniers de Première Ligue. Donc, un très fort volume de passes en profondeur, les passes réussies entre défense et zone d'attaque, et un très faible volume de transversales, passes qui parcourent plus de 40 mètres dans la largeur du terrain. Ça nous donne l'idée d'une équipe extrêmement axiale, qui cherche énormément à percer via l'axe, beaucoup moins de renversement de jeu. Et ouais, ce 4-2-3-1, qui est beaucoup 4-4-2 avec un 10 au côté du 9, les ailiers sont très intérieurs, il y a cette plateforme de construction là, et il n'y a pas énormément de dédoublement ou de jeu sur la largeur. C'est une équipe qui est assez axiale. Ça, c'est les choses qu'on voit aussi en match. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est pas hyper défini. Je trouve que c'est une équipe qui est extrêmement flexible. Ça la rend pas évidente à préparer. Et d'ailleurs, ouais, bien sûr, il va dire ça, mais il en a parlé, Luis Enrique, en commentant son prochain adversaire. Je connais Unai Emery depuis bien longtemps, je connais sa profondeur d'analyse. Ce sera l'un des entraîneurs qui nous posera le plus de problèmes.
Évidemment, il va toujours complimenter l'entraîneur adverse, surtout si c'est un compatriote. Mais je crois que c'était l'idée de dire, ouais, cet Aston Villa, c'est une équipe qui analyse bien l'opposition et qui est capable de s'adapter à beaucoup de configurations. Un football métamorphe. Et ouais, régulièrement du jeu long aussi contre Crystal Palace, je me souviens. C'était Olsen cette fois, déviation de Watkins, ça avait donné lieu au but de l'égalisation contre Palace. Ils ont cette possibilité de changer un petit peu de configuration en fonction de l'adversaire et ils savent faire beaucoup de choses différentes. Deuxième grosse force de Villa, celle-là elle est évidente, le chargeur est plein, il manque pas de cartouches. Offensivement, il déborde de talent. Watkins, Asensio, Malone, qu'ils n'ont même pas mis sur leur liste du coup pour la Champions, étaient recrutés au mercato hivernal, Leon Bailey, Marcus Rashford, le petit prodige Morgan Rogers, Jacob Ramsey, et même un John McGinn par exemple, qui est régulièrement 10 avec l'Écosse, qui a une grosse force dans le dernier tiers pour moi, et bah, ils le font régulièrement jouer un petit peu plus bas en ce moment aux côtés de Youri Tielemans. Ils ont beaucoup d'options offensives, et ouais, ils ont vendu John Duran cet hiver, mais ça les a pas particulièrement pénalisés. L'autre jour, ils font entrer à la mi-temps Asensio et Bailey contre Bruges, sortir Watkins. Ils gardent pourtant malgré ça Rashford, Rogers et McGinn sur le terrain. Ouais, ils ont beaucoup de possibilités. Et d'ailleurs, quelques minutes plus tard, Bailey et Asensio, ils combinent sur le but de l'ouverture de score. Petit ballon de Bailey pour Asensio qui finit pied droit. Magnifique action. Ouais, les deux. Bon coaching gagnant du bandit Emery. Morgan Rogers a été à l'initiative du 2-0 avec un magnifique petit enchaînement dans le petit périmètre là pour servir Ian Maatsen aussi, qui a une grosse force offensive, qui est capable de proposer. Et le 3-0, c'est pareil, une combinaison Rashford, Rogers, Rashford encore, qui sert en retrait Asensio pour déjà la 4e fois, c'est la 4e passe décisive sur depuis le mercato hivernal de Rashford pour Asensio. Les deux se trouvent vraiment les yeux fermés, ils s'entendent super bien. Et ouais, c'est vraiment un secteur offensif qui a beaucoup de profondeur. Ollie Watkins, leur 9, il est à 13 buts, plus 6 passes décisives en Première Ligue. C'est un attaquant dont on parle beaucoup, il a une bonne mobilité. C'est ça qui lui donne son très gros volume de situation. Ici contre Brentford, il va aller finir d'une frappe forte et puissante entre les jambes du gardien. Il peut servir aussi, il y a une bonne petite entente entre lui et Rogers, Watkins-Rogers. C'est une paire qui marche pas mal, souvent Rogers 10, Watkins 9, ils sont tous les deux très proches. Par contre, je dirais pour Ollie Watkins, c'est pas vraiment un finisseur élite. Son bon total de buts qui génère saison après saison, ça vient surtout du volume, de sa mobilité, de sa capacité à prendre la profondeur, à dézoner un petit peu, il fait beaucoup de choses. Par contre, il n'y a qu'une saison, c'est la saison dernière, où il a surperformé ses XG. Sinon, il est à peu près à la moyenne ou en dessous, et il est encore en dessous cette saison. Il rate quelques grosses occasions, une par match, celle-ci par exemple contre Brentford, 1 contre 1. Il prend pas tout à fait la bonne décision. Je dirais pas que c'est un finisseur élite absolument, mais il a tellement de volume offensif, il génère beaucoup d'occasions. Et il l'a dit lui-même, il fait pas une très bonne saison, pas de son point de vue, mais il est quand même toujours un joueur extrêmement dangereux. Et Villa est dangereux en transition, en attaque rapide, quand ils peuvent faire combiner Maatsen, Rashford, Daniel Malen, même s'il ne sera pas là en Champions. Ouais, ils ont une grosse qualité en contre-attaque. Et avec Asensio, ils ont à la fois du jeu en décrochage aussi maintenant, qui leur offre de la flexibilité, encore un petit peu plus métamorphe, mais il peut prendre aussi la profondeur sur des mouvements intelligents, on va le voir. Ils ont Morgan Rogers, l'autre jour, qui a planté un triplé en Champions contre le Celtic. Des buts très variés, il sait faire beaucoup de choses. Et il est 5e en dribble réussi de Première Ligue. Il n'y a que Doku, Kudus, Iliman Ndiaye et Semenyo qui sont au-dessus. Il en a un de plus, par exemple, que Mo Salah, 3 de plus, Kedze. Morgan Rogers, c'est un top joueur et il fait très grosse saison. La vérité à la fin, c'est qu'Emery a juste beaucoup d'options. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à impliquer 15-16 joueurs par match à chaque fois. Aston Villa est l'équipe de Première Ligue qui donne le plus de minutes à ses remplaçants par match, 25. Du gros temps de jeu donné. Et quand un Bailey entre, quand un Asensio entre, parce qu'il n'a pas été titulaire à chaque match, quand X, Y, Z entre, Ramsey par exemple, c'est pas juste pour faire figuration. Ils ont vraiment une possibilité de rotation intéressante sur les secteurs offensifs. Et beaucoup de très bons joueurs qui leur permettent, de la première à la 90e minute, d'avoir 4-5 bons joueurs offensifs sur leur ligne d'attaque.
Ils sont forts sur le jeu direct aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très très visible. Et ça vient beaucoup d'un homme qui est, je vais dire, le quarterback, le général de la première phase, Youri Tillmans. Tillmans, sur les chiffres avancés, numéro 6 de Première Ligue en passe progressive. Fernandez, Gvardiol, Alexander-Arnold, Guimarães et Michael Damsgaard, une top saison à Brentford, qui sont au-dessus. Il est 5e en passe en profondeur. Il est 4e en passe à destination du dernier tiers. Il est top 10 en passe clé aussi, peut-être parce qu'il tire les coups de pied arrêtés. Mais ouais, Tillmans, très très important. C'est clairement le cerveau de l'équipe. Et il se positionne souvent aux côtés de la première ligne pour guider la relance. Je vois des situations quand Rashford décroche un petit peu ici. Ça, c'était contre Bruges. Je pense Watkins était sorti. Ils ont remodelé un petit peu leur organisation. Rashford décroche. Tout de suite, il a identifié qu'il y a un appel dans le dos pour Marco Asensio, qui voilà, est capable de proposer aussi en profondeur, pas que en décrochage. Il envoie un superbe ballon dans le dos. Asensio, très beau contrôle. Sa frappe heurte le montant. C'est une occasion générée à partir de la bonne qualité de vision, très bon jeu long et jeu direct de Youri Tillmans. C'est à plusieurs moments visible parce que dès que Tillmans a le ballon aux côtés des défenseurs centraux pour former cette première ligne, Rodgers, Rashford, tout de suite leur idée, c'est clair, dans le dos de la ligne en profondeur. Il y a quelque chose surtout quand elle n'est pas cadrée comme ça, par Van Aken, par Solis, par Jutgla. Clairement trop d'espace pour son bon petit ballon pour Rashford. Et ça, c'est l'action d'ailleurs qui donne lieu au but du 2-0 dans ce match contre Bruges. Très très bon Youri Tillmans. Martinez a aussi un bon jeu long, on en a parlé. Par exemple, pour trouver le jeu de déviation de Watkins comme là. Disasi régulièrement cherche Watkins et ça peut être dans la profondeur aussi, pas que en déviation tour de contrôle, aussi pour faire mal dans le dos de la ligne. Donc ouais, ils ont vraiment cette qualité-là à Aston Villa et ils ont des grands gaillards. Alors, la taille des Villains, je suis allé chercher, j'ai vu 13 joueurs de plus d'1m85 dans cet effectif. Disons les plus importants, ceux qui pourraient disputer des minutes significatives en Champions. Disasi, c'est 1m91. Mings, c'est 1m96. Amadou Onana, 1m95. Morgan Rogers, 1m87. J'ai vu sur d'autres sites aussi 1m89. Même Marcus Rashford, 1m85. Et régulièrement, il est cherché aussi sur du jeu long. Il tente beaucoup de coups francs excentrés. Par exemple, il gagne cette faute ici contre Bruges à 0-0 première mi-temps. L'idée, c'est pas de la jouer courte et de chercher un petit peu de jeu positionnel dans le dernier tiers. Non, là, on voit que c'est une équipe très très différente d'autres. McGinn, coup franc excentré à 40 mètres, c'est une cartouche. C'est une cartouche parce qu'on a Tyrone Mings à 1m96 et c'est lui qu'on va chercher en déviation. C'était exactement comme ça qu'ils ont égalisé contre Liverpool, par exemple, avec un coup franc excentré, ça revient dans les airs, Mings, déviation, et Tillmans avait fini d'une reprise de volée dans la surface. Ils ont des grands gaillards, sur coup de pied arrêté, c'est une vraie menace. Ils aiment la lumière aussi. Aston Villa aime bien la lumière. Ils ont gagné cette saison contre le Bayern en phase de ligue. Ils ont battu Manchester City aussi fin décembre. Beaucoup de gens ont gagné contre Manchester City. Mais quand même, ils ont tenu le nul à l'Emirates contre Arsenal. Ils ont tenu le nul contre Liverpool, de partout. Ils ont battu Chelsea. Et très récemment aussi, ils ont battu Chelsea. Et maintenant, ils reçoivent le Paris Saint-Germain pour espérer faire un bon coup supplémentaire. Ils aiment bien les gros matchs. Et ils ont, avec Villa Park, une vraie forteresse. À la maison, Première Ligue et Ligue des Champions cumulées cette saison. Ils ont une seule défaite. Et c'était la première journée de la saison contre Arsenal. Depuis fin août, ils n'ont pas perdu un match important, à part je crois un match de Cup, de League Cup. Mais sinon, ils n'ont jamais perdu à Villa Park. Et Unai Emery en parle souvent en interview. Villa Park. Villa Park crée une forteresse à Villa Park, crée un esprit, c'était aussi le cas la saison dernière, quand ils ont accroché le top 4. Créer quelque chose à Villa Park, ils ont réussi à le faire. Et le match retour de ce quart de finale contre le Paris Saint-Germain sera à Birmingham. Voilà pour les forces. Il y a quand même des faiblesses. Et elles aussi, je trouve qu'elles sont assez criantes quand on regarde Aston Villa. La première, c'est que sans ballon, honnêtement, c'est pas très bon. Ils sont loin d'être invulnérables. Je vois souvent des buts encaissés comme ça contre Chelsea où ils souffrent sur les côtés. Madsen ici, battu par Pedro Neto et son centre en retrait, comme ça, qui passe entre Martinez et cette ligne-là repris par Enzo Fernandez. C'est aussi le cas contre Crystal Palace. Ce centre en retrait, Olsen ne réussit pas à le couper. Cette ligne-là, elle est un petit peu friable. Et contre Ipswich Town, là c'était Hutchinson qui passe un dribble sur Madsen, centre en retrait, et Liam Delap finit. Régulièrement, Villa est vulnérable sur son côté. Et ils en prennent 4 par exemple contre Crystal Palace. C'est pas très bon.
Ils ont seulement la 14e défense de Première Ligue en but encaissé, déjà 45 en 29 matchs, c'est pas très bon. Et les XGA, c'est à peu près pareil, ils sont 11e de Première Ligue en XGA, donc légère sous-performance, mais quand même. Ils souffrent un petit peu derrière. Tacle plus interception, ils sont 16e de Première Ligue sur 20, mais sans avoir, comme on l'a montré, un gros volume de possession. Parce qu'à la rigueur, tu fais moins de tacles et interceptions quand tu as beaucoup le ballon, c'est logique, c'est pour ça que City, Arsenal sont les derniers entre guillemets de ce classement, alors que défensivement, c'est pas les pires. Mais Villa, c'est que 51,2 ou 4% de possession, et pourtant, pas beaucoup de tacles plus interceptions. Ils sont aussi deuxième en erreur qui amène à un tir. J'ai vu régulièrement des buts encaissés où c'est pas top, et même des situations comme ici où ce 4-4-2 médian dont on parlait, il y a pas mal d'espace entre les lignes, et il y a même un petit peu d'espace dans cet intervalle. Par exemple, Camara, Morgan Rogers, qui se fait percer par une bonne passe de Van Aken. Derrière, je pense que c'est Jachari qui peut trouver, ou Tsolis, qui peut trouver du jeu pour Tsolis ici. C'est un petit peu la panique derrière. Ce 4-4-2 médian-là, elle n'est pas si étanche que ça. Je trouve aussi que, on a dit sans ballon, je trouve aussi qu'avec ballon, leur jeu positionnel est pas beaucoup plus que moyen. Le build-up, ça se marche parfois un petit peu sur les pieds. Ok, on cherche ici une déviation, Rogers, Tillmans, mais ça c'est pas très bien compris. L'exécution technique est pas top et du coup ça donne un ballon perdu très très dangereux. Ça c'était contre Bruges. C'est pas forcément l'équipe la plus inspirée à la sortie. Parfois on les retrouve un peu en manque d'idées, je trouve. Ce 4-4-2, 4-2-3-1 qui est assez rigide et minimaliste sur les sorties de balles. Peut-être que là, dans ce match, c'était le fait d'avoir Tillmans Camara plutôt que Tillmans McGinn, c'est possible. Mais c'est pas la seule rencontre où je les ai trouvés moyennement inspirés. Donc cette action, elle se finit par une passe de Konsa intérieur pour trouver Rashford. C'est pas du jeu en troisième homme, par exemple. C'est tout de suite sur le contrôle orienté, tenter un dribble, être très axial. Mais c'est une perte de balle méga dangereuse, encore une fois, qui est concédée ici. Et ouais, je trouve le jeu positionnel, et notamment sur la sortie de balle, un petit peu moyen. Contre Liverpool, il y avait eu cette erreur catastrophique d'Andrés Garcia, le nouveau latéral droit, qui ne jouera pas en Champions, il n'est pas sur la liste en Champions. Mais voilà, comme il n'y a pas trop d'idées dans ce 4-2-3-1, ballon remis pour Jota, et ça avait permis à Liverpool d'ouvrir le score là, 1-0, Mo Salah. C'est pas extraordinaire, je trouve, leur production avec ballon. Ils réussissent à générer pas mal d'occasions parce qu'ils ont un contingent offensif qui déborde de qualité vraiment. Mais par contre, j'ai rarement vu des séquences où je me suis dit waouh, ouais, ça c'est très fort, ça c'est très moderne, ça c'est niveau top 8 Champions. Non, assez peu avec Villa. J'ai mis Martinez, Emiliano Martinez, c'est pas vraiment un point faible, mais petit point d'interrogation pour moi, peut-être pas aussi fort que ce qu'on pense. Par exemple, cette saison, il sous-performe légèrement ses PSXG, il est que le 33e gardien de Première Ligue sur les PSXG. Même certains remplaçants ont fait mieux. Bon, après, c'est rien de catastrophique sur le volume par match, moins 0,06. Il est à peu près à la moyenne, mais voilà, il n'est pas dans le top 10 en compagnie des Vicario, Travers, Henderson, Kepa, Fabianski, Neto, Flecken, etc. Pas parfait sur la ligne. Et ici, par exemple, contre Crystal Palace, ce ballon remis comme ça dans les pieds pour l'ouverture du score de Palace, c'est pas exceptionnel. Contre Palmer, où encore une fois, on voit que ce 4-4-2 sans ballon, parfois, il peut être un petit peu percé dans l'axe. Très bonne passe de Caicedo pour Cole Palmer. 1 contre 1 avec Emiliano Martinez et il glisse un petit peu. Il se retrouve un peu sur les fesses là. Un très bon retour d'Ezri Konsa pour empêcher cette action d'aller au bout. Contre les Wolves aussi, très récemment, je l'ai vu battu à son premier poteau. Peut-être qu'il essaie d'anticiper un petit peu le centre en retrait, et je comprends. Un peu exposé par cette défense d'Aston Villa. Mais premier poteau, normalement, ça ne doit pas passer. Voilà, ça reste Emiliano Martinez. Emiliano Martinez qui revient en France. Si jamais il y a une séance de tir au but, je pense que tout Paris va frissonner. Évidemment, ça reste un très bon gardien. Mais il ne fait pas non plus la meilleure saison de sa carrière. Je ne pense pas qu'on puisse le considérer comme un point fort absolu, comme j'entends parler parfois. Ouais, ils ont Watkins, ils ont Martinez, ils sont forts des deux côtés. Je ne sais pas. Cette saison, peut-être un petit peu moins. Et d'ailleurs, je trouve en général que c'est une bonne équipe. Je veux dire même une très bonne équipe. Mais je ne dirais pas que c'est une équipe élite. D'ailleurs, je ne dirais pas que c'est une équipe top 8 réellement en Europe cette saison. Si on regarde en Première Ligue, ils ont la 12e attaque. Déjà, ils sont 9e, mais ils ont la 12e attaque en nombre de buts marqués. Ils sont 11e en XG. Comme on a dit, ils ont la 14e défense seulement et ils sont 11e en XGA aussi. À peu près normal qu'ils soient là à la 9e place.
Ils n'ont pas une identité extrêmement forte. Ça en fait pas une équipe qui a une identité technique, tactique extrêmement élite. Même leur 9 Watkins, c'est pas mal, mais je dirais pas que c'est élite. Je le mets pas dans les 10 meilleurs avant-centres de la planète, par exemple. Et pareil, j'ai vu contre Bruges des moments un peu, on a parlé de son manque de qualité relative à la finition. Mais contre Bruges, ici, par exemple, 39e minute, c'est 0-0, il y a un 4 contre 2 à aller jouer. Et on le sent un petit peu, pas dans la meilleure saison de sa carrière, comme il a dit, mentalement, un petit peu, parfois il célèbre pas trop les buts de ses coéquipiers. Je le sens un petit peu atteint. Et ici, il tente une frappe longue à 45 mètres pour lober le gardien, alors qu'il y a un 4 contre 2 à jouer. Et ce match, il n'est pas encore plié. Donc, je trouve ça un petit peu léger de Watkins. Et je pense qu'il y a de meilleurs avant-centres dans la compétition, et même pas mal, qui en restent dans ce top 8. Enfin, peut-être des soucis d'infirmerie pour Aston Villa. Ils ont des joueurs qui sont revenus de blessure, notamment Pau Torres. Amadou Onana, je crois, ça va pas trop tarder. Et peut-être même Ross Barkley, ça pourrait le faire dans quelques semaines d'ici à ce quart de finale de Champions. Mais par exemple, Pau Torres, fracture du métatarse, il a manqué beaucoup de matchs récemment. Amadou Onana, ça a été un petit peu on and off toute la saison. 3 moments de blessure récemment, c'était l'ischio qui était touché. Et donc, on l'a assez peu vu en tant que titulaire. Et Ross Barkley, ça c'est un peu récent, blessure au mollet, même s'il pourrait être de retour. Alors qu'avant, tout ça, c'était des joueurs qui jouaient. Et du coup, au moment de composer ce 11, je suis pas sûr de voir Onana être considéré comme un titulaire cette saison par Unai Emery. C'est peut-être, alors que c'est leur acquisition record, 60 millions cet été, mais c'est peut-être un peu pour la saison prochaine. Du coup, j'imagine encore, si je dois me projeter sur le 11 contre le Paris Saint-Germain, j'imagine encore une paire Tielemans-McGinn plutôt. Camara peut dépanner, mais il peut dépanner aussi à droite, il peut dépanner aussi un petit peu dans l'axe. C'est un joueur assez utilisé un petit peu dans pas mal de configurations. Pour l'instant, c'est Tyrone Mings qui assume ce poste de défenseur central gauche avec la grosse absence de Pau Torres récemment. En plus, il a été pas trop mal, j'ai trouvé. Donc, il pourrait même conserver sa place avec le retour de Pau Torres. Mais normalement, voilà, Pau Torres, Onana, normalement, c'est 2 vrais titulaires de cette équipe. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'ils arrivent avec suffisamment de temps de jeu, de rythme, pour être considérés comme titu contre le Paris Saint-Germain. Ezri Konsa, pour moi, ça fait pas trop de doute. Disasi peut dépanner en tant que défenseur central droit, bien sûr, mais aussi en tant que latéral droit. On l'a vu en fonction des contextes de jeu. Unai Emery a quand même pas mal de ressources, donc il fait beaucoup tourner son équipe. C'est dur de se projeter, même sur, par exemple, à gauche, Madsen, Digne. Les deux sont possibles. Un petit peu plus Madsen que Digne récemment. Et devant, comme on a dit, il y a beaucoup de richesses. J'ai même pas mis tout le monde, mais sur ceux qui, à mon avis, seront vraiment considérés pour démarrer. Watkins, Asensio, Rodgers, du coup, qui se décale un petit peu à droite avec l'arrivée de Marco Asensio en 10, et Rashford. Ça, je crois que ce serait le quatuor choisi si le quart de finale avait lieu demain. Mais Leon Bailey, Jacob Ramsey ont aussi leur mot à dire. Parfois, McGinn est en 10 et pas Asensio ici, mais par exemple Tielemans Camara, ça c'est ce qu'on avait vu contre Bruges au retour. Parfois, Rodgers est en 10 et tu peux avoir des côtés Ramsey, Bailey. Parfois, Rashford est en 9 quand Watkins est reposé, par exemple à un moment dans le match contre Villa. Je préfère quand même Watkins pour le jeu en déviation, mais Rashford apporte encore un petit peu plus de menace dans la profondeur. En tout cas, c'est intéressant. Ils ont des possibilités. Une de leurs forces, c'est sûr, c'est leur grande flexibilité. Et ça ne correspond pas qu'à leur style et leur identité métamorphe, mais aussi, ils ont beaucoup de talent et ils peuvent faire jouer à chaque fois 15-16 joueurs sans avoir une trop grosse déperdition de qualité. C'est pour ça qu'à l'heure du bilan, pour moi, j'ai avec Aston Villa une équipe qui n'est pas tout à fait top 8 dans mon esprit. Bien sûr, ils sont top 8 officiellement, qualifiés pour ce top 8 de LDC, ces quarts de finale, mais je ne les mettrai pas dans les 8 meilleures équipes d'Europe sur le niveau de jeu. Après, la différence entre 8e meilleure équipe d'Europe et 14e meilleure équipe d'Europe, par exemple, est-ce qu'elle est si vaste que ça? Le delta n'est pas si fort et ça reste une équipe qui est très dangereuse contre les gros. On a vu dans les gros matchs, ils sont capables de faire méga mal. Ils sont dangereux de la première à la 90e minute avec leur gros volume de joueurs. Il manque un petit peu d'identité pour moi pour être considéré comme un favori, mais ce style très fluide et flexible peut être embêtant pour n'importe qui. Et le retour de ce quart de finale est à Villa Park. Donc attention. Voilà ce que je pense des Villains. Voilà ce que je pense des Peaky Blinders d'Unai Emery. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette vidéo vous a plu? Je suis ravi d'avoir lancé cette nouvelle mini-série avec vous et on se donne rendez-vous très vite pour le 2e épisode de Top 8. Bisous.